Et si ton rabbin disait que finalement on a changé ça, on a le droit de dire des fils rabbins, où le rabbin est obligé lui-même de souscrire à ce principe. Il y a une différence vraiment très grande dans le sens où les conventions sociales, elles sont pour moi. Par exemple, je peux dire, moi je peux porter la kippa, mais les autres ne sont pas obligés de le porter. Tandis que ne pas voler, c'est quelque chose qui est universalisable en principe. Alors j'ai toujours tenu à bien affirmer cette différence, et elle est à la base de mon travail. Donc quand vous me dites que je ne parle que, je confonds les conventions sociales et la morale, alors que je définis la morale par des théories, et je les distingue complètement des conventions sociales, c'est bien gentil de votre part de donner une autre théorie que celle que j'ai, c'est bien d'en avoir d'autres études, mais c'est pas celle que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. Alors dites-moi qu'est-ce que c'est. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que vous situez d'un point de vue moral, et je n'entends pas, moi, la morale du point de vue de l'accumulation des théories de l'un, de l'autre, du troisième. Je sais, c'est dommage. Non, mais si vous voulez que je vous expose Aristote et Kant, je le fais tout de suite. Hein. Non, mais pour moi, la morale, c'est pas simplement vous exposer d'Aristote et Kant, c'est prendre la dimension pratique. Moi, ça me donne. Oui, là, vous allez vers une espèce d'essentialisme, alors que nous intéresser aux théories morales, c'est de montrer la diversité de la pensée morale. Il y a une diversité de la pensée morale, mais peut-être qu'il va rester la parole. Il va rester par moi qu'il y a une dimension de la morale dans laquelle s'inscrit de manière contradictoire ou convergente Aristote, Kant, John Schwartz. Ça, il faudrait le voir. Voilà, donc la morale pour moi, n'est pas l'accumulation des théories morales. C'est pas l'accumulation, la diversité des théories morales. Ni la diversité des théories morales. En philosophie, oui. Et non, en philosophie, surtout en philosophie. C'est aussi que je disais que la politique, ça n'est que Aristote, Platon, Aristote, Saint Thomas. Sur un cours de philo, ça confirme. Ah non, c'est un mauvais cours de philo. Pas le mien. Par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit comme reportage, pour les mères porteuses en Thaïlande ou en Inde, en fait, je ne suis pas sûre que les femmes à qui on impose ça soient vraiment libres de choisir. Et elles sont mises comme en rang serré, plus ou moins serré, interdiction de voir leur famille au départ, elles avaient le droit de faire des allées venues, maintenant elles sont comme emprisonnées. Je ne suis pas sûre, peut-être qu'elles ont plus le droit de manger et boire ce qu'il faudrait, mais sur le plan affectif et émotionnel, je ne sais pas ce que ça donne après comme bébé. Donc entre la gentille américaine ou la gentille voisine ou amie qui va donner prêter, ça n'a rien à voir avec le commerce et les intermédiaires qui en ont fait. Et juste pour dire quelque chose à M. Zarka, un domaine que je ne connais pas personnellement, mais il y a eu pas mal d'interviews à la radio, et qu'en fait, apparemment, les prostituées refusent une chose, c'est d'embrasser leurs clients. Elles le réservent à leur vraie compagnie. Il y a un nombre de témoignages assez important là-dessus, parce que vous dites, c'est pas pareil que c'est pas un engagement complet, c'est différent quoi. C'est pas du travail, c'est juste, j'apporte ni d'un côté ni de l'autre, c'est juste pour signaler que c'est de façon répétée que ces femmes-là témoignent d'une différence d'investissement corporel et affectif et mental. Évidemment, là, il est trop tard pour engager une discussion sur la gestation pour autrui et le travail sexuel, d'autant que c'est un sujet qui avait été évoqué et sur lequel j'ai écrit un livre, Le corps et l'argent, pour essayer d'expliquer ma position. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'en philosophie, nous avons la possibilité de faire des expériences de pensée, et ce sont elles qui sont intéressantes finalement très souvent. Et là, l'expérience de pensée que j'essaie de proposer à propos de la gestation pour autrui, ce n'est pas de faire le constat de ce qui se passe en Ukraine, en Inde, etc. Non, mais essayons juste un petit moment de nous dire, et si c'était gratuit, si c'était altruiste, est-ce que vous l'accepteriez? Et là, non. Sylvia Nagasinski, par exemple, serait contre, même dans les meilleures conditions, parce que ça serait se servir du corps de notre femme comme d'un four, dit-elle, l'instrumentaliser. Et comme je le disais tout au début, instrumentaliser quelqu'un ne signifie pas nécessairement le payer. D'autre part, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de métiers dans lesquels il y a des contraintes physiques, celui du sportif professionnel, sont pires encore que celles de la gestatrice pour autrui, et j'en sens bien. Donc si vous voulez essayer de faire cette expérience de pensée, et si c'était gratuit, est-ce que vous l'accepteriez? Généralement, les gens disent non, même si c'était gratuit. Et la comparaison qui me paraît la plus pertinente, pour montrer à quel point il y a quelque chose qui bloque dans la gestion pour autrui, probablement le fait que si les gays avaient accès, ça serait un désastre, etc. De toute façon,
tout ça, c'est le fait que le trafic d'organes est bien plus avéré dans le monde que la gestation pour autrui, rémunérée, fruit d'une exploitation, etc. Or, jamais jusqu'à présent, le fait que le trafic d'organes soit à ce point développé dans le monde n'a incité qui que ce soit à demander que le don d'organes soit interdit en France. Alors que c'est la même chose pour la gestation pour autrui, on pourrait dire que c'est interdit quand c'est rémunéré, mais acceptable pour des raisons qui tiennent à la fois à la libre disposition du corps, la compensation d'un handicap naturel pour les femmes qui n'ont pas d'utérus, et donc ça n'a de solidarité et de la valeur des contrats mutuels dans la mesure où ils sont exportés sous la menace, la force, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi des arguments philosophiques et moraux en faveur de la GPA. Ce n'est pas simplement une forme de barbarie comme essaye comme le copain ou Sylvain Agacinski, entre tant d'autres. Et donc, je vous invite juste à faire cette comparaison avec don d'organes, trafic d'organes, et à faire cette expérience de pensée, et si c'était génial. C'est tout. Bien, attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Je vous l'attendrai juste après. Il faut parler quand même de la tierce personne qui est concernée dans l'affaire. Alors, Paul, s'il te plaît. Excusez-moi, tierce personne, c'est la gestatrice ou... Non, mais j'ai pas compris. Paul Atlan, je suis un praticien justement de l'assistance médicale à la procréation. Et d'emblée, je vous le dis, j'ai signé des pétitions contre la GPA. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous dire que, pardon, mais vous faites des confusions. Vous faites des confusions de nature. J'ai lu, dans mes cours aussi, je vous cite, à propos des normes, il y a 3 sens, l'impératif prescriptif, je ne vais pas vous apprendre. Alors, je voudrais que vous vous situiez par votre définition même des normes dans ce domaine-là. Deuxièmement, vous faites une confusion de nature à propos du don d'organes et du trafic d'organes, comme si c'était la même chose. Mais non, je viens de dire le contraire. Justement, si ça n'est pas la même chose, on peut être pour le don d'organes et être contre le trafic d'organes. De la même façon, on peut être contre la gestation. Non, mais j'y arrive justement. Non, j'y arrive. C'est parce qu'il y a une différence de nature, c'est que la gestation pour autrui ne dure pas un moment, ça dure 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il y a des choses qui se passent et il y a une aliénation de la mère porteuse qui est que chaque jour, elle doit, et ça n'est pas pareil que le sportif amateur ou professionnel, non, ce qui m'a choqué d'ailleurs, une telle comparaison tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Mais je veux parler de ce que je connais. Et donc je vous dis que cette différence de nature, c'est un esclavage de 9 mois. Ça n'a rien à voir avec tous les dons d'organes, avec tous les dons de gamètes, etc. Donc j'aimerais que vous précisiez votre... Je vais juste vous dire une chose. Tout ça est vrai, il y a des risques énormes, enfin plus importants que dans d'autres cas, dans la GPA. Mais cessez d'être paternaliste. En fait, vous voyez, ça doit être quelqu'un qui veut le GPA. Cessez d'être paternaliste, c'est à la femme de décider si elle veut souffrir pendant 9 mois. Par exemple, elle sait, excusez-moi, si il y a toutes sortes d'arguments disant que pendant les 9 mois de la gestation, la mère s'attache à l'enfant, etc., ce qui n'est pas exact dans tous les cas, il y a des risques médicaux, au moment de naissance. Mais c'est à elle de les évaluer, pas à vous, monsieur. Mais non, ce n'est pas à elle de les évaluer. Pardon, je me permets. Si, ce n'est pas à elle seulement, puisqu'il y a Alors, je vais vous donner l'exemple de l'avortement. couple communautaire. Je sais que vous n'aimez pas les comparaisons, etc. Mais les expériences de pensée, les comparaisons sont utiles parce que nous n'avons pas beaucoup d'instruments en philosophie morale. Vous voyez, on n'a pas c'est pas des mathématiques, c'est pas de la logique. Donc on raisonne avec des techniques qui nous sont particulières. Et là, si vous voulez, ces histoires, elles nous demandent quand même de réfléchir sur ce que signifie pour une personne de s'engager dans tel ou tel acte et de lui laisser la décision finale. C'est ce qui s'est fait pour le droit d'avorter. Le droit d'avorter, écoutez-moi, implique beaucoup de personnes. Le géniteur, le médecin qui doit pratiquer l'avortement aujourd'hui, la famille des proches et même l'État, comme en Roumanie où Ceausescu disait que c'était un don à la société et il avait une politique nataliste qui interdisait l'avortement. L'avortement, le droit d'avorter, concerne beaucoup de personnes. Or, nous avons décidé que c'est à la femme que revient la décision finale. Jusqu'à la 12e semaine, pas au clan, ce que je conteste aussi.
Par exemple, une femme qui veut avorter après la 2e semaine, et qui se rend devant le collège de praticiens qui veut décider, ne peut pas avorter si son enfant n'a qu'un bec de lièvre ou un membre manquant. 2, oui. Donc pour moi, ce sont des décisions arbitraires paternalistes. C'est à la femme, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques, c'est à la femme que revient la décision finale. Même si le géniteur est en désaccord, même si la famille est en désaccord, et surtout même si l'État est en désaccord, c'est à elle que revient la décision, le dernier mot. Et je conçois le fait que c'est à la personne la plus directement concernée que revient le dernier mot. La même chose pour la gestatrice. Madame? Non, allez-y, Je voulais... Non, mais vraiment très rapidement. Oui, c'est très rapide. Je voulais juste revenir sur cette question de la GPA. Alors, je pense qu'il est important d'introduire la question du paternalisme, parce que effectivement, ça permet de compléter le point de vue. Simplement, là où j'ai une difficulté avec la GPA, c'est que la GPA ne concerne pas deux personnes, disons les parents d'un enfant et des femmes. Ça avait décidé. Oui, mais concerne aussi l'enfant à naître. Et par mon attention, pardon, excuse-moi, je t'appelle. On concerne aussi l'enfant à naître, et en fait, on sait qu'il y a des Tu dirais ça pour l'avortement, ça concerne aussi. Non, mais c'est un simple non, on n'a pas ça pour l'avortement. Si, vous avez parlé d'enfant. Oui, non, mais je demande à elle. C'est différent parce que justement, l'enfant à naître lié avec l'histoire, et la question, c'est de savoir comment on gère cette histoire. Et ça propose la question de savoir si on doit ou non traiter la mère porteuse seulement comme un moyen. Donc du coup, là, je trouve que ça s'intègre. Il me semble pas que avec l'avortement fonctionne là, puisque dans le cas d'une mère porteuse, le but, c'est pas d'avorter. Donc on est obligé de tenir compte du point de vue de l'enfant puisqu'il va arriver. Et ça, mais je pense que ça va dans le sens de ce qui a été dit. Non, mais je comprends que là, la situation est différente, mais c'est de la même façon que je distingue très fortement le trafic d'organes, mais je pose seulement la question de savoir pourquoi, dans un cas, on accepte le don ou pas le trafic, ce qui est naturel, et dans le cas de la gestation, non. Là, est-ce que le fait que plusieurs personnes soient impliquées dans l'enfant à naître change les conditions de la décision? C'est ça la question. Voilà, c'est ça ma question. Je laisse la question C'est ça faire ma parce question. qu'il est trop Je tard. pense qu'il faut. Par contre, je pense que du coup, on ne peut pas le traiter de manière identique. Et mon problème, c'est comment Je est-ce crois qu'on que fait. si, mais c'est- Je ne pense pas qu'on puisse demander son avis à l'enfant. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on fait au mieux avec cette donnée qu'on ne peut pas ignorer. En plus, en fait, il y a des processus de microchimérisme, et on sait très bien que la relation entre la mère porteuse et l'enfant, voire les enfants à naître dans cette mère porteuse, peuvent avoir des échanges de cellules. C'est à eux de décider. Sur le plan, voilà, mais comment on fait? Il y a des parents alcooliques qui tabassent leurs enfants. Voilà. Allez, Mais ça, je sais bien. Non, ça y est, on va pas achever notre ami qui avait déjà fait l'effort énorme à écrire et à utiliser ce qu'il avait à dire, et pour remercier à nouveau. S'il vous plaît, on va prendre 5 minutes de pause, parce que